Marissa Rachel, bonjour. C'est un véritable plaisir pour moi de faire cette interview pour notre revue Les Dredons. Je suis un de vos fans, vous le savez. Pour vous présenter aux lecteurs qui ne vous ne connaissent pas encore, nous dirons seulement qu'en dehors d'être une auteure au talent reconnu, présente sur plusieurs maisons d'édition ou plusieurs titres comme Décousu, Journal intime d'une libertine aux éditions 500, Outrage, chez Hugo et compagnie, Le Kamasutra lesbien, La Musardine, ou J'ai tangué sur ma vie pour JDH Édition, pour ne citer que cela, être chroniqueuse, vidéaste, réalisatrice, photographe et journaliste, artiste et plasticienne, qui fait, et je cite mes confrères, des expositions sur divers thèmes et photographies de personnes en quête d'une réappropriation de leur image. Vous allez aussi publier aux éditions JDH votre première romance de l'été, c'est le but avoué de notre entretien. On vous décrit, et je cite encore ceci, glané au hasard du web, comme une femme et une mère engagées dans la lutte d'une représentation des autres genres et sexualités dans les médias qui contribuent par son témoignage, son travail et ses interventions à une évolution des esprits et des représentations. Tout cela est très sérieux, très engagé, impressionnant. Pourtant, vous êtes une des rares personnes à me faire éclater de rire dans nos échanges. Un mot sur ce portrait rapide. Alors, j'ajouterai que je fais aussi de super tartes aux pommes. J'adore repasser et cuisiner pendant mes pauses. Je sais faire bouger mes oreilles. Et après, je fais d'autres trucs vachement bien, mais je peux pas trop m'étaler non plus. Par contre, la phrase, ah oui, je voulais revenir sur cette phrase-là. Attends, c'était laquelle déjà? Une femme et une mère engagées dans la lutte d'une représentation. Alors là, je vais t'avouer un truc. Je crois que c'est mon ex qui avait écrit cette phrase. En fait, elle veut rien dire. Elle est belle, c'est une belle phrase parce qu'en fait, mon ex, elle employait toujours de super belles phrases, elle employait toujours un super bon vocabulaire, mais souvent, ça voulait strictement rien dire. Je fais partie de ces personnes qui s'efforcent en fait de promouvoir l'ouverture d'esprit. J'essaye, à mon petit niveau, d'ouvrir les esprits. Marissa, ma première question sur votre nouvelle parution, Accommodée au safran, dans la collection Romance Addict de la maison. Pourquoi avoir choisi d'écrire une romance soft et votre lectorat habituel vous attend-il sur ce terrain? En fait, j'ai fait un pari avec une pote. Je suis une très grande joueuse. Par contre, je suis une très grande tricheuse aussi. Et du coup, quand elle m'a dit cap ou pas cap, j'ai dit bah ok, je vais te montrer que je suis capable de le faire. Alors, par contre, en ce qui concerne les lecteurs et les lectrices, je pense pas que ça va être une surprise pour eux. Et je vais le dire en toute prétention, c'est que je les surprends tout le temps. Je voulais pas comme catalogue, tu vois, comme catalogue ou auteur érotique ou underground, ça j'en voulais pas. Et là, le fait de sortir une romance, c'est pas une romance à la Harlequin non plus, tu vois, c'est pas un truc... Parce que logiquement, Harlequin, t'as un plan, je crois, si je me trompe pas, c'est la rencontre, après la rupture, puis ils se remettent ensemble. Les héros, ils parlent super bien, c'est du lisse, les héros sont super beaux aussi, il n'y a pas de scène haute de sexe, bon, dans ce bouquin, il n'y en aura pas non plus, mais il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de clope, il n'y a pas tout ce que moi j'ai mis, puis en plus, mes personnages, ils parlent crûment, quoi. Qui n'a jamais eu envie de tout foutre en l'air et de recommencer une vie ailleurs? Accommodé au safran, c'est une histoire d'amour moderne. Sans Once Upon a Time et sans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vous avez l'image d'une auteure trash et beaucoup de fans pour cela. Quand on lit du Marissa Rachel, on n'en sort pas indemne, c'est connu, c'est su et je le confirme. Pour ma part, j'ai vraiment été bouleversé par votre livre J'ai tangué sur ma vie, paru chez JDH Édition dans la collection Magnitude. Livre de notre rencontre d'ailleurs, j'ai trouvé derrière vos mots une femme que je n'envisageais pas. Quelques mots sur ce texte que je sais un peu à part pour vous. Moi vraiment ce livre, il me bouleverse moi aussi en fait, parce que comme je l'ai dit et redit, à 80% c'est l'histoire de mon père. C'est romancé, hein, c'est pas parce que si j'avais dû vraiment écrire l'histoire de mon père, ça serait encore plus sombre que ça. C'est une façon de lui dire je t'aime et du coup, autant que État limite et Outrage, ça a été vraiment un calvaire pour moi de l'écrire parce que Rose, elle arrêtait pas de me réveiller la nuit en chuchotant, machin, etc. Là, j'avais l'impression d'avoir mon père à côté de moi. C'était très étrange. En fait, je crois pas au surnaturel, tout ça, c'est pas ça. J'avais la sensation d'avoir une présence. Du coup, écrire ce livre, c'était, ça m'a vraiment fait un bien fou. Il a pas été douloureux comme Outrage ou État limite, en fait, celui-là. Peut-être pour ça que j'ai vécu trop longtemps. Oui, j'ai travaillé à ma mort lente et douloureuse toute ma vie. Revenons-en à notre romance de l'été, Accommodée au safran. Dans votre 4e de couverture, vous posez une question qui m'a interpellé et qui est la suivante. Peut-on encore vivre d'amour après 40 ans? Moi qui suis sur la quarantaine bien tassée, qui approche de la pente fatale, je suis un type excessif. Moi qui vais bientôt intéresser ces viceleurs des examens de la prostate, tout est peut-être trop tard pour moi dans le domaine. Non? J'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient mariées depuis longtemps, 15 ou 20 ans, etc. Quand elles approchaient de la quarantaine, elles avaient peur. Et c'est vachement paradoxal parce que c'était l'âge pour elles qu'elles considéraient
comme étant l'apogée de leur sensualité et de leur féminité. Par contre, elles avaient toujours cette crainte, j'ai 40 ans, je vais peut-être plus plaire comme avant. Donc la jeunesse, l'éclate, les nuits blanches, etc. C'est bien avant 40 ans, parce qu'on peut en profiter pleinement. Après 40 ans, on met énormément de temps à s'en remettre. Mais pas loin d'une semaine avant de me remettre d'une soirée où je termine à 2h du matin, quoi, tu vois le truc. Alors qu'avant, je pouvais y aller, quoi, il n'y avait pas de souci. Je pense que nos vies, elles se ressemblent toutes. Après, c'est l'intensité qui va changer en fonction de ce qu'on va pouvoir vivre. Alors, avant 40 ans, on a connu la passion, on a connu l'amour yo-yo, on a connu les nuits blanches, justement, à s'aimer et puis à profiter pleinement du corps de l'autre. Mais après 40 ans, il y a une bascule qui s'effectue. Enfin, c'est peut-être moi qui le vis comme ça. Comme on a fait le tour de beaucoup d'expériences, on n'a pas du tout envie de revivre ce qu'on avait vécu avant. On fait le point sur nos relations aussi. Après, pour toi, je pense que tu m'as fait trop rire. Il paraît que l'homme, il vieillit beaucoup mieux que la femme. Enfin, il paraît. Hommes ou femmes, nous avons tous nos certitudes sur l'amour, nos limites aussi. Mais avoir de la bouteille ne change pas grand-chose au fond. L'amour est là ou pas. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Alors effectivement, quand il est là, il est là. Quand il n'est pas là, il est où ? Il n'est pas là. C'est pas une chanson de Vianney. Je suis désolée. En fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais le style de meuf à dire aime-moi comme je t'aime, protège-moi, sauve-moi. Tu vois, il y avait un truc comme ça quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'attends plus rien de l'autre. Moi, je regarde la personne avec qui je suis et je vais lui dire merci d'exister, merci d'être là. C'est juste ça. Le fait que tu sois près de moi, c'est cool. Mais si tu n'étais pas là, tu serais pas là, quoi. Marissa, dans l'intimité amoureuse, vous êtes du genre raisonnable ou vraiment épicurienne ? Alors, quand j'étais jeune, j'aime bien dire quand j'étais jeune, c'était il y a 7 ou 8 ans simplement. J'étais pas épicurienne, j'étais hédoniste. Je maximisais les plaisirs, c'est-à-dire la bouffe, le sexe et le sexe. J'ai fait plein d'expériences, je fréquente le milieu libertin, je fréquente le milieu BDSM, à l'époque où ce n'était pas la mode, encore. Quand hier, par exemple, je me retournais sur une personne et que cette personne pouvait m'attirer physiquement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut que la personne ait une tête bien faite pour me faire bander, en fait. Martin Véron, avec l'amour-propre, disait qu'il ne se voyait pas dessiner un homme nu si ce n'était pas lui qui le représentait. L'héroïne de votre romance vous ressemble-t-elle sur certains points, ou plutôt à quel point vous ressemble-t-elle ? Est-ce que l'héroïne de mon roman me ressemble ? Pas du tout. Moi, je ressemble plus aux copines de l'héroïne, à la rigueur. Par contre, il y a un point sur lequel j'ai l'impression que nos vies se ressemblent, c'est que j'ai connu l'ennui dans le couple. Et il n'y a pas pire que l'ennui dans un couple. Quand on commence à s'ennuyer, qu'on n'a plus rien à se dire, qu'on se regarde sans se regarder, il faut partir tout de suite, ça sert à rien. Ou alors mettre en place des jeux érotiques, des scénarios, etc. Et puis essayer de jouer, quoi, jouer à la première fois. Envoyez-vous, avec la technologie, envoyez-vous des sextos enflammés, allez-y à 10 000%. Si ça fonctionne, ça voudrait dire qu'il y avait encore de l'amour. Et si ça fonctionne plus, mais arrêtez, quoi, cassez, tu sais, comme on disait dans les années 90. À mon avis, c'est ça qui déglingue les gens de ne pas changer de vie assez souvent. C'est de Bukowski et c'est la citation d'entrée sur les pages de garde de votre livre. J'admire Bukowski, mais comme Kavanagh, je pense qu'il fait chier par moments. Pour vous, comptez, c'est une folie ordinaire ? Alors, moi, Bukowski, Dan Fante, je kiffe. Kavanagh, par contre, il m'a super déçu avec un de ses bouquins, donc c'est lui qui me fait un peu chier par moments. Le Comté, je trouve que c'est super bon avec du pain. C'était nul. Rigole pas, c'est nul. Là, mon héroïne, elle est super malheureuse aussi, quelque part, tu vois. Donc ouais, je comprends le côté de Kavanagh quand il dit qu'il est chiant parfois, que Bukowski est chiant parfois. Le chihuahua d'un de vos personnages s'appelle Platon, et Platon fait-il ses besoins dans le caniveau ? Et c'est un méchant chien. C'est un message subliminal par rapport à cette philosophie scolaire et imposée ? Oui, effectivement, c'est exact. J'ai voulu faire passer un message subliminal par rapport à cette philosophie scolaire et imposée. Non, pas du tout. En fait, j'aimais beaucoup Platon quand j'étais jeune avec sa caverne et j'y croyais. On mit de l'androgyne, tu vois, le fait de trouver sa moitié. J'aurais bien aimé l'écrire de sorte à ce que ça ressemble à un message subliminal. Cette voisine, elle est prof. Elle aurait pas pu l'appeler, je sais pas moi, Nietzsche, tu vois. Non, je l'aurais pas vu appeler Nietzsche. Ni Schopenhauer, c'est trop long pour un chien. À force de trop bouffer d'ennui, je finis par en faire une indigestion. Vous écrivez ceci. Croyez-vous que beaucoup d'épouses, de concubines, de petites amies, de fiancées, etc. en sont là ? On arrive au même constat. Oui, mais pas que. Je pense aussi que beaucoup d'époux, de concubins, de petits amis et de fiancés en sont là aussi. Du coup, on a vraiment l'égalité parfaite. L'ennui, c'est la mort du couple.
La précédente question se tourne vers la romance, vers l'idéalisation du couple que sert la romance aux lectrices. Vous n'avez pas peur d'aller à contre-courant avec ce livre? J'ai voulu que mon héroïne ait plus de 40 ans, qu'elle soit loin de ressembler à ces mannequins anorexiques dont on nous pollue les magazines et les publicités, qu'elle ait des défauts. J'espère être à contre-courant, j'espère. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Je te ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis une femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Diane Tell avait tort? Je dis les choses ouvertement, telles que je les pense, telles que je les ressens. Je me suis jamais mis de barrière ni rien. Diane Tell, je la trouve un peu has-been pour le coup. Un homme peut-il devenir une cuillère à soupe pour son épouse? Répondez-moi, je l'ai lu dans votre livre. Un homme qui écrirait la même chose aujourd'hui se ferait crucifier en place publique. Donc il y a des propos que les hommes aujourd'hui ne peuvent plus dire. C'est bien parce que d'un autre côté, ils ont tellement sorti de conneries que c'est pas plus mal que parfois ils réfléchissent avant d'écrire. Donc pour en revenir à ce truc de petite cuillère, quand tu regardes un objet longtemps et que tu vas répéter, j'ai dit cuillère à soupe, tu répètes cuillère à soupe, cuillère à soupe. À la fin, la cuillère à soupe ne ressemble plus à une cuillère à soupe et tu ne sais même plus ce que ça veut dire cuillère à soupe. Pareil, quand tu vas regarder des gens qui sont hyper familiers, si tu les fixes longtemps, la personne elle va finir pas par se déformer, mais presque, et à la fin tu dis mais qui est cette personne? Si ça n'arrive qu'à moi, je devrais peut-être consulter un psy, parce que c'est peut-être pas bien normal, alors du coup... Vous brossez un portrait du couple assez réaliste dans votre texte, mais ce tableau n'est-il pas trop sombre? Pensez-vous que les lecteurs vont s'identifier au texte et ne croyez-vous pas que vous allez par ricochet être indirectement responsable, mais responsable quand même, de rupture en série? Vous avez des parts dans un cabinet d'avocats? On a tous les mêmes vies, donc je pense qu'effectivement il y a des personnes qui vont s'identifier. Si ça leur permet de pouvoir reprendre leur vie en main, si vraiment elles n'aiment plus leur partenaire de vie, pourquoi elles devraient s'emmerder la vie à rester avec? Big up à ma pote Elisabeth, qui vit un peu la même chose que ce que Marie vit, et si elle pouvait quitter son connard de mari en lisant cette romance, ça serait trop bien, je serais trop contente. Maintenant, je pense que je vais peut-être investir effectivement dans des cabinets, c'est parce qu'en fait, je trouve hyper l'inspiration dans les cabinets. Dans mes entretiens avec les auteurs, je ne cherche pas l'explication de texte, seule la thématique du livre m'intéresse. Aussi, je pose cette question sans honte et sans regret. Marissa, selon vous, qu'attend une femme en amour? Qu'est-ce qui fera la différence et qu'est-ce qui me permettra de vivre une histoire d'amour démodée, comme vous employez l'expression dans votre teasing? Il faut qu'elle soit pleinement construite, qu'elle n'attende pas de l'autre, qui guérisse ses maux, qu'elle se prenne pas la tête. La routine, c'est un plus aussi. Il y a des gens qui disent ouais, la routine, elle tue le couple. Je pense pas, ça fait du bien. Tu sais, l'ennui qui tue. Là, par contre, c'est pas bon. Je pense qu'il faut être vraiment construit et être bien dans sa tête et dans ses baskets pour pouvoir. Alors, c'est que mon avis, pour pouvoir avoir une relation d'amour saine et équilibrée. Si encore ça existe, encore faut-il que ça existe une relation saine d'amour équilibrée. Je sais pas. Le public connaît votre engagement, votre spontanéité et vos choix. Je les rassure, on vous retrouve dans ce livre, car ce qui est anodin ou gentil pour vous choque le commun des mortels. Pourtant, j'ai l'impression de voir en vous une femme qui va prendre un virage littéraire, malgré les succès et l'image forte qu'elle véhicule, qui va encore une fois ruer dans les brancards, mais là où on ne vous attend pas. J'ai 42 ans. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Autant qu'avoir 40 ans m'a absolument pas dérangé. Dans moins de 5 ans, j'ai 50 ans. Et dans 15 ans, j'ai 60 balais. C'est pas la vieillesse qui me fait peur. C'est que j'ai peur de pas réussir à terminer tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Et peut-être que c'est là que ça vient. J'aimerais bien que du coup, il y a un truc d'un coup qui arrive comme ça. Pensez-vous que les hommes et les femmes n'envisagent pas la vieillesse de la même façon, que les femmes ont plus peur de la vieillesse? Mais parce que la société ne montre pas les femmes... n'avantage pas la vieillesse chez la femme. Chez l'homme, c'est tout le temps avantagé. C'est-à-dire que l'homme qui a des cheveux gris, c'est sexy, tu vois, ça fait preuve de maturité, etc. Une femme, par exemple, qui a les cheveux très longs et qui décide de garder ses cheveux blancs, bon, la tendance est en train de changer en ce moment, tout de suite, ça va être « Oh, tu fais négliger, tu devrais les couper ». Je connais beaucoup plus de copines qui se sont fait refaire le visage que de copains, parce que les rides chez un homme, c'est beau, c'est, encore une fois, preuve de maturité, de sagesse. Quand ils sortent, l'homme, il n'a pas besoin de se maquiller, il s'en bat la race, il va pas s'épiler le torse. Enfin, si, j'ai quelques copains qui le font. Mais ils s'en foutent. Ils sont comme ils sont. Eh bien, on dit que la femme, en gros, elle n'a pas le droit de vieillir. Cela va devenir une tradition pour les interviews de l'Edredon. La dernière question est libre, ouverte. Vous parlez de ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est un dernier mot pour vos lecteurs. Merci de me suivre. Merci de me supporter.
de me porter, de m'épauler, de me partager, de me liker. Merci d'être là, fidèle au poste. Merci d'exister. Et n'oubliez pas de vivre, car dans quelques années, on sera tous morts. Ah oui, il faut que je fasse un cœur avec les doigts, qu'on verra pas. C'était mon mot pour mes lecteurs et mes lectrices. Parce que j'ai écrit une romance, donc il faut que je me mette dedans. J'essaye de changer, j'essaye de m'adapter. C'est pas facile de faire de la pub pour une romance quand on a l'habitude de faire de la pub pour des trucs trash. Franchement, c'est pas facile.